Écoutez, déjà, bienvenue à toutes et à tous. On est très content de vous retrouver, de vous rencontrer aussi. On est heureux de passer cette prochaine heure avec vous. Je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Nicolas. Je travaille à Ticket for Change, donc c'est l'association qui organise ce webinaire. À mes côtés aujourd'hui, j'ai Colline qui sera dans le chat, qui pourra éventuellement répondre à vos questions si vous en avez. Et voilà, on est heureux de vous retrouver pour ce webinaire, du coup, qui s'intitule Mon idée de projet à impact, mirage ou coup de génie. Donc, on va passer 45 minutes peut-être à échanger avec nos deux invités du jour, qui sont d'abord Élise Moutarlier, fondatrice de Comeback. Salut Élise. Bonjour. Et Guillaume Marchal, expert, accompagnateur de création. Salut Guillaume, enchanté, Enchanté. ravi de passer cette heure-là avec toi. Merci. Et on va passer cette heure-là à essayer de creuser ensemble, voilà, comment est-ce qu'on peut, quand on a une idée de projet, comment est-ce qu'on peut la valider, la confronter peut-être pour s'assurer que c'est la bonne idée qu'on a, s'assurer aussi qu'elle répond aux problèmes auxquels on souhaite s'attaquer, donc peut-être avec des outils, des conseils, des retours d'expérience que vous allez nous transmettre un peu tous les deux. Et aussi, évidemment, comment éviter les erreurs un peu classiques qu'on peut commettre. C'est normal quand on veut se lancer dans un projet, quand on veut entreprendre, c'est normal de faire des erreurs. Mais justement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire trop tôt? Ou au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire au début et ne pas trop attendre? Donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir... c'est grâce à ce webinaire qu'on va pouvoir répondre à ces questions. Petite mise en contexte aussi, le cadre dans lequel on organise ce webinaire. Donc moi, je suis responsable d'un programme qui s'appelle le Parcours Entrepreneur à Ticket for Change. Le Parcours Entrepreneur, c'est un programme de 6 mois qui dure du mois de juin jusqu'à fin novembre pour aider les personnes qui veulent entreprendre, qui ont une idée de projet, une envie de créer. On est là pour accompagner pendant 6 mois sur justement poser les premières briques de son projet avec du coaching, du mentorat, du retour d'expérience, des conseils, du contenu pédagogique. Voilà, il y a tout ça qui vient alimenter le programme. Ce programme-là, il est hybride, c'est-à-dire qu'il y a des phases en présentiel, on organise des séminaires dans lesquels on passe du temps ensemble. Il y a aussi des phases en distanciel avec donc des contenus qui sont donnés par des experts, des coachs, des entrepreneurs, entrepreneuses, etc. Et en ce moment, on est en plein appel à candidature du parcours entrepreneur jusqu'au 27 avril prochain. Normalement, sur le petit visuel, vous devez voir un petit QR code que vous pouvez scanner. Ce QR code, il vous dirige vers le formulaire de candidature. C'est un formulaire d'une vingtaine, trentaine de questions pour en apprendre plus sur vous, vos expériences, vos vécus, et aussi pour savoir un peu l'idée de projet que vous avez, en tout cas jusqu'à présent, ce que vous avez imaginé, aussi le problème auquel vous voulez vous attaquer. Voilà, c'est des questions pour en savoir un petit peu plus sur vous et votre projet. Vous avez jusqu'au 27 avril pour le remplir. Nous, après passer cette date, on va en interne regarder les dossiers qui ont été déposés. On va faire une petite sélection et on va pouvoir organiser ensuite des rencontres, des discussions avec les personnes qui auront été présélectionnées pour en savoir un petit peu plus, creuser davantage et ensuite définir cette promotion du parcours entrepreneur qui démarrera mi-juin. Et j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés à tout simplement remplir ce formulaire ou en tout cas aller sur la page internet de Ticket for Change. Il y a toutes les infos avec le programme détaillé. Je vois qu'il y a déjà des gens qui posent des questions dans le chat. Il y aura toutes ces réponses sont aussi disponibles sur le site, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et surtout à remplir ce formulaire si vous êtes intéressé avant le 27 avril. Voilà. Ça, c'était pour le contexte. Je vous propose maintenant de démarrer. On va pouvoir attaquer ce webinaire. Et avant de démarrer, avant de vous laisser la parole, Guillaume et Elise, je voulais vous poser une petite question à vous qui êtes sur ce webinaire. Un petit sondage, en fait. On voulait savoir, parmi les personnes qui sont présentes, est-ce qu'il y en a déjà qui ont une idée de projet? Est-ce qu'il y en a qui viennent vraiment pour découvrir en apprendre plus ou est-ce qu'il y en a qui ont déjà une idée de projet? Alors, j'ai l'impression que c'est un 100% oui pour l'instant, ce qui est super. Ah non, ça s'équilibre un petit peu. Ça s'équilibre, mais il y a quand même une majorité de personnes qui ont déjà une idée de projet. Ah, c'est chouette. Ok, donc on est sur de l'ordre de allez, 80-20 à peu près, 80 qui vont
qui ont une idée de projet, 20 pas encore. Et bah, l'avantage de ce webinaire, c'est que vous ayez une idée ou pas, vous allez quand même avoir des conseils et des outils utiles que vous allez pouvoir mettre en pratique. Voilà pour ça. Alors, je vous propose de démarrer. Peut-être je vais te donner la parole d'abord, Élise. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Est-ce que tu peux aussi nous parler de Comeback, le projet que tu portes? Oui, alors bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce webinaire. C'est avec plaisir que je réponds à cette invitation, comme toujours, avec Ticket. Alors moi, c'est Elise, j'ai 37 ans. Avant, j'ai pas mal bossé à l'étranger au début de ma carrière, plutôt en business, en opération, sur différentes typologies de projets, plutôt public-privé, start-up ou freelance, en tant que freelance. Et puis je suis rentrée en France et j'ai participé au lancement d'une start-up, mais je n'étais pas à l'origine du projet. Et puis après cette expérience-là, j'ai eu envie de me lancer dans mon propre projet à impact, avec comme ambition d'avoir un impact positif environnemental. C'est à peu près le seul objectif que j'avais au tout départ. Et puis j'ai mûri une idée en partant de mon expérience et j'ai lancé comeback.co avec Tom et Pierre qui avaient la même idée que moi à quelques centaines de kilomètres. Et on s'est rencontrés notamment grâce à Ticket. Donc je détaillerai peut-être un peu plus tard. Tout à fait. Et donc du coup, Comeback, c'est un comparateur qui aide à gagner du temps, de l'argent et à consommer de manière plus responsable en facilitant la recherche en seconde main. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élise. Guillaume, à toi, est-ce que tu veux te présenter, nous dire d'où tu viens et peut-être aussi ton lien avec l'entrepreneuriat? Tu as accompagné des projets. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Merci, je suis ravi d'être là avec vous ce midi pour échanger sur cette thématique avec Élise et l'équipe de Ticket notamment, et puis Vio aussi. Moi, pour me présenter brièvement, j'ai un parcours effectivement dans l'accompagnement de projets plutôt. J'ai monté un projet durant mes études entrepreneuriales. Ensuite, j'ai eu plutôt de l'expérience à aider des startups à grandir. Et ensuite, j'ai rejoint l'équipe de Ticket for Change durant 3 ans où j'étais à la place de Nicolas dans ses chaussures en tant que responsable du parcours entrepreneur pour accompagner plusieurs promos donc d'entrepreneurs à impact à lancer leur projet. Et aujourd'hui, donc, j'ai laissé cette expérience derrière moi et je tente actuellement de remonter un projet. Donc, je pense que j'en suis sans doute à peu près au même stade que pas mal d'entre vous dans le chat. Donc, ce sera un plaisir d'en discuter un peu plus tard. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, Élise. Merci d'être présent avec nous. Élise, tout à l'heure, juste avant, tu nous as présenté justement Comeback. Justement, ce projet, quand tu l'as imaginé au début, il ne ressemblait pas forcément à ce que c'est devenu aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous parler peut-être de ta ou tes premières idées que tu as eues quand tu as voulu te lancer un petit peu dans cette aventure-là? Et aussi nous dire pourquoi est-ce que ça n'a pas forcément été les bonnes solutions, enfin les bonnes idées peut-être, et quelles erreurs tu as pu commettre, à ton avis, à cette époque? En fait, moi, quand je me suis lancée dans l'idée de Comeback, qui s'appelait pas Comeback à l'époque, qui n'avait pas de nom, j'étais seule sur un projet qui, dans ma tête, était déjà assez clair, entre guillemets, sur la forme. Alors déjà, c'est une première erreur. Il ne faut pas essayer de vraiment rester très, très ouvert sur la forme, l'instrument ou le produit qu'on imagine pour résoudre le problème qu'on veut tacler. Mais en tout cas, moi, dans mon expérience, je suis partie de mon expérience utilisateur de acharné de la seconde main, qui passait beaucoup, beaucoup de temps, quitte à ne pas acheter, ce qui est encore mieux, mais bon, parfois on a quand même besoin d'acheter quelque chose, et qui me frustrait beaucoup. Et donc, moi, j'étais partie de cette idée qu'il fallait comparer et donc partir d'un modèle de plateforme comparateur. Donc, comme c'est un modèle déjà existant, je l'avais un petit peu clairement en tête. En me disant que c'était ça la solution. Sauf que en étant seule, j'avais pas de possibilité de réaliser cette plateforme parce qu'il me fallait a priori bille en tête un associé tech. Donc déjà tout ce que je viens de dire c'est déjà pas bien parce que normalement on est censé et je l'ai un peu
j'ai un peu appris ça avec Ticket notamment, ne pas partir bille en tête sur une idée business avec un format très précis, mais plutôt partir de son problème et de se dire, OK, c'est quoi les solutions qui peuvent résoudre ce problème. Mais en tout cas, moi, j'ai été une mauvaise élève et donc je suis partie à la recherche d'un associé tech principalement, puisque c'était un peu une condition sine qua non pour commencer à tester quelque chose de digital, d'avoir déjà quelqu'un qui puisse coder ou même en no-code, mais en tout cas d'avoir un format digital pour tester l'idée. Bon, moi je fais une petite parenthèse, c'est que j'ai rencontré mes 2 associés grâce à Ticket, et donc ça a été une parenthèse utile pour justement nous aider à repartir du problème. Quand on s'est rencontrés, on avait la même idée, mais avec justement la méthodologie Ticket, on s'est dit, est-ce qu'on est vraiment parti sur un bon chemin? Est-ce qu'on n'est pas parti déjà trop dans la solution et on n'a pas encore assez exploré le problème? Et du coup, pour répondre plus à ta question, en rencontrant mes associés, on n'était pas tout à fait alignés sur la verticale de produits qu'on voulait comparer au début. Et donc, nos échanges nous ont fait changer moi, j'avais en tête plutôt les fringues, les meubles, et eux, ils étaient plutôt sur l'électronique, donc on a trouvé un middle term. Mais je ne réponds pas forcément très bien à la question. Si, bien sûr, t'inquiète. Du coup, avec la méthodologie Ticket, en fait, on s'est dit, OK, on est peut-être parti un peu trop directement sur il faut coder, il faut partir sur le truc qu'on a en tête. Et du coup, on est reparti un peu du début, de se dire, OK, c'est quoi les discussions qu'on peut avoir avec nos utilisateurs potentiels? Est-ce que c'est vraiment cette solution-là qui est utile? Et je pense que les erreurs qu'on a faites, c'est qu'on n'a peut-être pas assez... Tom et moi, chacun de notre côté, on avait fait les études qualitatives, donc les entretiens avec une vingtaine d'utilisateurs. Mais je pense que cette phase-là, on aurait dû beaucoup plus la creuser. Voilà, mais je continuerai peut-être plus tard sur cette explication. Je laisse la parole à Guy. Justement, peut-être pour revenir vers toi, Elise, et appuyer un petit peu là-dessus, t'associer du coup avec Tom et Pierre, ça a été un tournant, ça a quand même été important dans l'évolution du projet, dans la construction de Comeback. Est-ce que toi seul, du coup, t'aurais pu quand même... Oui. J'ai pas répondu à ta question sur quelles étaient mes autres idées. Du coup, en effet, moi, je me rendais compte que sur cette idée-là, en tout cas, j'avais besoin d'un associé tech. Si j'en avais pas trouvé, j'avais d'autres idées que j'avais pu un peu toucher du doigt de par justement les entretiens qualitatifs que j'avais faits pour comprendre quel était le frein à la consommation de seconde main et de manière très très large poser cette question à différents utilisateurs potentiels. Et moi, j'avais des idées de personal shopper, peut-être des outils très opérationnels, automatiques, digitaux, ou au contraire très humain based, du coup avec beaucoup d'opérations derrière, pour aller chercher le produit que la personne souhaite en seconde main de manière simple et pas forcément automatisée comme un comparateur. Donc j'avais différentes autres idées aussi, de se dire le problème en seconde main, c'est qu'on n'est pas sûr de la qualité ou du service derrière. Donc comment tu peux vérifier la qualité? En envoyant par exemple des gens voir le produit, tu vois, le produit un peu cher que tu as vu sur le bon coin, tu n'es pas très très serein d'organiser toute la logistique. Donc voilà, je partais sur des idées un petit peu de vérification ou de personal shopping si j'avais pas pu rencontrer un associé tech et monter une équipe aussi ambitieuse. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Élise. Guillaume, toi justement, vu que tu as accompagné des entrepreneurs, tu sais un petit peu, t'en as vu peut-être des cas comme Élise justement qui ont une première idée et qui pivotent ou qui même font évoluer leur idée au fur et à mesure qui rentrent dans le concret, qui rentrent dans le projet parce qu'ils font face à des aspects qu'ils n'avaient pas forcément pris en compte. Donc, j'ai 2 questions en fait. Est-ce que c'est des cas fréquents? Et si oui, comment est-ce que toi tu l'expliques de ton regard peut-être plus extérieur, ton regard d'accompagnateur?
Euh, oui, ce sont des cas très fréquents. Je commence par répondre à la question et après je vais divaguer un peu. Ce sont des cas très fréquents. De mémoire, je crois que dans les parcours entrepreneurs que j'ai pu suivre, il y avait à peu près, sur une promo de 50 personnes, il y avait au moins 15 personnes qui ne finissaient pas avec l'idée de départ avec laquelle ils avaient postulé. Pour Mhm. donner l'exemple le plus marquant qu'on avait à l'époque, c'était les fondateurs de Yuka. Je pense que dans le chat, vous connaissez sans doute l'application Yuka qui aujourd'hui permet de comparer euh, ou d'analyser des produits en supermarché en fonction de leur impact santé et environnemental. Au départ, leur idée de produit, c'était de coller un objet physique sur les frigos pour déterminer les dates de péremption des produits qu'il y avait à l'intérieur, des produits frais qu'il y avait à l'intérieur, une espèce de qui s'appelait à l'époque la carotte connectée. Mhm. Et donc au final, grâce à justement plusieurs interviews terrain, comme l'a mentionné Elise, ils se sont rendus compte que c'était plus utile pour les personnes de mieux choisir leurs courses et de s'axer plutôt sur l'aspect santé que l'aspect gaspillage alimentaire, et leur idée a évolué en fonction de ça. Donc en fait, ça arrive tout le temps. Mais ce qui est intéressant de voir et pourquoi justement ça arrive, c'est parce que ça peut être dans le contexte d'un parcours d'accompagnement comme ça, où en général, quand on dit qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on nous demande bah, c'est quoi ton idée, c'est quoi ton projet. Du coup, à ce moment-là, tu es obligé de répondre que tu es en train de monter quelque chose, de lancer un projet avec une idée précise. Et sauf que cette idée précise, elle est amenée à évoluer, à pivoter en fonction des clients, des bénéficiaires, etc. Et le problème qui arrive souvent, c'est que en tant qu'entrepreneur, on peut être très fixé sur l'idée qu'on a au départ, parce que ça nous plaît, parce qu'on aimerait l'avoir dans notre quotidien en tant que produit-service, et on se dit, bah, c'est sûr, ça va marcher comme ça. Et après, c'est en se confrontant du coup aux utilisateurs qu'on voit que, bah, en fait, si ça plaît à personne, que personne l'achète, etc., bah, c'est pas que il n'y a pas forcément pas de marché sur ce sujet-là, mais juste que c'est peut-être pas la bonne idée, et là, il faut trouver une autre solution qui convient aussi, quoi. Ok, super, super intéressant. La différence justement, donc le projet qui pourrait nous plaire à nous et le projet réel tel qu'il pourrait être utile à nos bénéficiaires, à nos clients, ça dépend de à qui on veut s'adresser. Et du coup, ça pose la question peut-être plus large du problème en fait auquel on veut s'adresser. Chez Ticket, pour les personnes qui ont connu, qui connaissent Ticket, il y a une phrase qui revient très souvent qui dit il faut tomber amoureux de son problème et pas de sa solution. Et justement, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est aussi important, tu l'as déjà un petit peu fait, mais pourquoi c'est aussi important de comprendre son problème, de bien l'analyser, et comment on fait en fait surtout pour tomber amoureux de son problème, pour comprendre. Euh, pour répondre à la première partie, je dirais déjà que, alors j'aimerais maintenant, tu vois, avec plusieurs années derrière d'accompagnement, j'essayerais d'ajouter quelque chose à cette phrase. Donc peut-être que je vais changer à distance la méthodologie de Ticket. Tu peux, tu Mais peux. en fait, je pense que soi-même, donc il faut tomber amoureux du problème qu'on veut résoudre, mais il faut aussi tomber amoureux du problème de son client. Parce que ça peut être le même, mais parfois c'est pas le même. Et donc c'est ce point-là qui va être important à travailler avant de chercher une solution. Pourquoi c'est important? Parce que notamment dans l'entrepreneuriat social ou environnemental, quand on souhaite avoir un impact durable sur la société, transformer des choses qui ne vont pas actuellement, bah, c'est important de bien identifier ce qui ne va pas actuellement et sur quelle thématique on est individuellement profondément touché. Ça peut être avec pas mal d'émotions, de la colère, de la peur, de la tristesse vis-à-vis d'une situation sociale ou environnementale qui nous touche personnellement pour en fait garder toujours une motivation à souhaiter résoudre ce problème dans la durée. Et une fois que cette situation-là qui nous touche a été identifiée, donc ça peut être des problématiques de mal logement, comme ça peut être des problématiques de changement climatique sur un territoire, une fois que ce problème a été identifié, il faut essayer de le comprendre un maximum et surtout de comprendre comment au-delà de moi, si le but c'est d'en faire évidemment un projet entrepreneurial, comment au-delà de moi ce problème touche d'autres personnes. Et donc
il y a tout un phénomène d'observation ou d'approfondissement. Ça peut passer par des questionnaires quantitatifs, qualitatifs. On va essayer de voir les personnes qui sont touchées par ce problème pour les questionner et voir bah, dans quelle mesure c'est un problème pour eux, de quoi ils auraient besoin pour répondre à cela. Et après, on va, dans cette démarche entrepreneuriale, passer aux côtés de l'idée, du projet, et de voir bah, qu'est-ce que je pourrais tester auprès de ces bénéficiaires ou ces clients-là qui pourraient résoudre ce problème pour eux. Et donc c'est là où cette démarche devient intéressante parce qu'on va pouvoir faire plein de tests différents jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vraiment aille au-dessus du lot comparé aux autres, où il y a beaucoup plus de réponses, les gens sont beaucoup plus attirés par ça, ils sont prêts à payer par ça si c'est les clients finaux de la solution qui est souhaitée. Et c'est là que le projet entrepreneurial va vraiment se façonner et pourra se concentrer autour d'une idée un peu fixe, quoi. Très bien, super. Merci beaucoup Guillaume. Il y a un élément du coup important qui revient, c'est cette idée de, en fait, confronter sa solution aux principaux bénéficiaires, en fait, pour bien comprendre son problème, pour savoir à quelles réalités sont confrontés nos clients justement, nos bénéficiaires. C'est Ouais. comme ça qu'on peut réussir à vraiment imaginer, construire, développer une solution qui a du sens et qui a vocation à avoir un impact. Et du coup, je me retourne vers toi, Élise, avec Comeback justement. Et comment est-ce que tu l'as testé auprès de tes bénéficiaires, cette solution? Est-ce que tu as pu le faire déjà? Est-ce que tu l'as fait? Peut-être à quel moment, si jamais tu veux nous expliquer? Et est-ce que ça t'a permis de mieux comprendre, mieux cerner le problème auquel tu souhaitais t'attaquer? Alors, comme je le disais, on a été un peu mauvais élèves parce qu'on est quand même partis tous les trois quand même assez précisément dans une forme de solution. Malgré tout, on a une forte conviction que notre produit en tant que tel, qui est en plus purement digital, etc., c'est vraiment l'expérience et du coup la résolution d'un problème qui va faire son succès. Donc, tout au long de l'élaboration de la solution, on a fait des tests utilisateurs. Donc, au début, on les a fait pas sur une interface digitale parce que justement, on a été des bons élèves par contre pendant Ticket. Donc, on a mis en place différents batchs de tests utilisateurs à la fois sur du Figma, donc sur plutôt des dessins. Et ça peut paraître très très bizarre pour quelqu'un qui connaît pas le design, le UX design ou juste moi j'avais entrepris avant, mais on faisait très très peu ça. Donc au final, peu importe, mais en fait, peu importe son background, en fait, moi ça me paraissait très très bizarre de faire réagir quelqu'un sur une feuille de papier avec des petits carrés et moi qui écris des choses. Et en fait, on se rend compte que toute interaction avec un testeur, ça va nous apprendre des choses sur son problème, sur comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il comprend de ma solution, alors même que je lui explique seulement conceptuellement ou avec des petites boîtes sur un dessin. Donc, évidemment, on a essayé quand même de faire un truc un peu joli au fur et à mesure pour que la personne se projette dans l'expérience. Mais on les a fait réagir d'abord du coup sur des prototypes, donc prototypes écrits, dessins, donc sur des Figma qu'on pouvait animer avec des petits clics pour qu'on fake entre guillemets l'expérience digitale le mieux possible, mais sans perdre de temps à coder quelque chose qui servira à rien 10 minutes plus tard ou 2 jours plus tard. Et nous, ça nous a permis de vraiment poser un peu les premières bases de l'interface. Et puis ensuite, tout au long du développement produit, nous, on a eu plusieurs phases assez marquées, puisqu'on devait coder, donc ça prend quand même du temps. Ça a pris du temps à Pierre, c'est normal. Et donc, du coup, sur toutes ces phases au début, on avait une interface Figma. Ensuite, on a eu un site internet simple qui n'était pas forcément fini, entre guillemets. Donc, à chaque évolution du produit, on faisait des tournées, des tours de tests avec des personnes. Alors, au fur et à mesure aussi, on s'est fait accompagner quand on est arrivé avec une forme un peu plus définitive, entre guillemets, du site. On continue à le faire évoluer. De toute façon, un produit, qui soit digital ou pas, évoluera toujours. Et donc, en fait, la première recommandation, c'est ne jamais arrêter de faire des tests utilisateurs et de vraiment l'intégrer dans la routine de développement de la boîte.
Alors, c'est toujours très facile à dire comme ça sur un webinaire. Dans la réalité, c'est assez compliqué parce que on a toujours envie de produire, de montrer qu'on évolue, de montrer que le produit évolue, d'apporter des nouvelles fonctionnalités aux gens, etc. Et puis, voilà, il y a tout un enjeu d'image de le produit bouge, donc l'entreprise bouge. Et ça, c'est un peu des pièges parce que en fait, ce qui est plus important, c'est de résoudre le problème des utilisateurs, que ça soit joli ou pas, qu'il y ait des nouveautés ou pas. Et donc, voilà, on a eu différentes phases. Donc, je le disais, le Figma, les dessins, le confronter à des utilisateurs qui, au début, étaient nos amis de Ticket, qui se prêtaient au jeu. Mais en fait, on s'est aussi rendu compte en se faisant accompagner par un studio du X-Design qui était des amis de Pierre, notre associé tech, qui et eux étaient dans l'UX Research. Donc vraiment, on a été bons élèves à ce moment-là de vraiment se faire accompagner par des gens qui nous ont expliqué comment ne pas biaiser nos tests, parce que ça, c'est un gros détail très important de est-ce que tu aimes ma solution? Oui. Ah, bah, c'est super, je suis hyper content que tu me dises oui. Et en fait, ça biaise complètement les tests. Donc, on a appris toute une méthodologie de faire des questions très ouvertes, de laisser des énormes blancs qui sont très malaisants, mais qui sont très importants pour que la personne exprime et ait envie de combler en disant ce qui lui passe par la tête. Bref, et donc on a fait ces sessions de tests à différentes temporalités. Et les takeaways, donc les conclusions qu'on en a tirées, c'est que au fur et à mesure, on s'est rendu compte que nous, on était obsédés par l'impact parce qu'on avait envie de créer cette boîte pour justement résoudre notre problème environnemental qui est la surconsommation et la surproduction et les quantités de déchets qu'on produit au quotidien. Or, en fait, quelqu'un qui cherche un téléphone reconditionné, il cherche un téléphone. Et donc, il cherche un téléphone et le côté reconditionné, ça lui fait peur sur la réassurance. C'est très important de le réassurer sur qui est derrière, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, on avait mis en place des filtres éco-responsables parce qu'on était hyper contents de pouvoir mettre ça en avant, le reconditionner en France, etc. Et en fait, les préoccupations principales, c'est la réassurance. Et donc, nos tests utilisateurs, et ça nous a aidé dans notre façon de parler à nos clients, aussi sur les réseaux sociaux, etc. Toute la partie communication et branding, au final, est un peu moins axée impact que ce qu'on aurait pu imaginer au début. Et puis, sur les fonctionnalités même de la plateforme, on a fait évoluer la mise en avant du mieux garanti et de faire évoluer aussi dans le futur le niveau d'information qu'on donne sur nos partenaires. Voilà, je laisse la parole. Sinon, je peux parler. Merci beaucoup, Élise. Toi, Guillaume, justement, tout à l'heure, quand tu t'es présenté, tu l'as un petit peu dit, c'est vrai que tu as accompagné des entrepreneurs pendant des années, mais aujourd'hui, tu as pivoté, on peut le dire, tu essayes toi aussi d'entreprendre, au même titre peut-être que la majorité des personnes qui sont avec nous sur ce webinaire. Et donc, la question que j'ai envie de te poser, il y a deux questions à nouveau. La première, c'est est-ce que tu veux nous dire un petit peu déjà le projet ou peut-être le problème sur lequel tu essayes d'entreprendre actuellement? Et ma deuxième question, c'est justement, toi qui est encore au début de cette phase-là, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment tu avances, comment tu travailles sur cette solution-là, sur la compréhension de ton problème, un petit peu peut-être des conseils, des outils, des clés, des méthodes, je sais pas, peu importe, mais que tu pourrais éventuellement partager avec les gens qui sont avec nous sur ce webinaire pour qu'elles puissent à ce moment-là les mettre en pratique elles aussi. Bah, je vais essayer. En tout cas, euh, ce que j'ai fait concrètement, peut-être en essayant de prendre chronologiquement, donc là, ça fait à peu près 3 mois que je me suis dit que je lançais sur un projet entrepreneurial. Euh, je l'ai essayé donc au départ en étant très scolaire et en appliquant la méthode, on va dire, d'essayer de donc bien tomber amoureux d'un problème. Donc de quelque chose qui m'intéressait profondément, où j'avais envie d'approfondir, où je sentais que ça pouvait me porter durant plusieurs années. Donc j'ai commencé à explorer les thématiques autour du vivant et de la biodiversité, et plus particulièrement du rapport qu'on a aujourd'hui au vivant en tant qu'être humain. Le fait est, pour le dire rapidement, euh,
notre société dans laquelle on vit, n'est pas compatible donc avec les limites planétaires et ce que la planète est capable d'abriter en tant qu'espèce. Et l'espèce humaine agit aujourd'hui plus comme un prédateur pour toutes les autres que pour enfin une espèce qui pourrait agir en symbiose. Et donc, l'idée à partir de là, c'était de trouver un moyen de nous permettre à nous de mieux vivre en accord avec le vivant. Mais c'est quelque chose d'assez flou et qui se fait plutôt sur le long terme a priori. Et j'avais pas donc cette connexion avec un utilisateur final où je me dis bah tout le monde autour de moi ressent ce manque de connexion avec le vivant, etc. Donc comment j'ai ensuite essayé de préciser ça? Ensuite, je suis parti aussi d'un ressenti personnel et un besoin de m'immerger dans la thématique des nouveaux imaginaires et des nouveaux récits, et donc de lier un peu les deux. C'est-à-dire que de proposer des nouveaux imaginaires et des nouveaux récits, des nouvelles histoires qui permettent de montrer que c'est possible de vivre mieux en accord avec le vivant, auprès d'utilisateurs finaux qui peuvent être des entreprises qui souhaitent se transformer pour être plus en accord avec le vivant, ou bien des particuliers qui souhaitent plus comment savoir-faire au quotidien ou se projeter dans une société nouvelle, on va dire. Euh, J'étais un peu à partir de ce constat-là. Et ensuite, il y a un peu ce côté de, bah, en fait, comment j'arrive à raccrocher une solution autour de ça. Qu'est-ce que je peux tester pour voir si c'est quelque chose que j'ai bien identifié. Donc, ce que j'ai mis en place pour l'instant, c'est de trouver un moyen d'intéresser les personnes. Donc aujourd'hui, je le teste au travers de l'écriture de nouveaux récits en lien avec le vivant, par deux biais pour l'instant. Un premier biais via une newsletter qui sort toutes les semaines, et de voir si les gens sont attirés par la lecture de ça, et de voir si ils arrivent à se projeter dans l'histoire que je mets en avant. Qui donc donne un peu ce côté fiction mais réaliste du futur, pour voir si c'est quelque chose qui peut être imaginé et on peut se projeter dedans. Et aussi par une communication assez forte sur LinkedIn pour voir si notamment il y a certaines entreprises qui seraient intéressées de retravailler sur leur vision, retravailler sur leur raison d'être plus en lien avec le vivant, etc. Donc là, je suis encore dans cette période de test-là. Et en fait, comme l'a dit un peu avant Élise, faire des tests auprès de cibles différentes, ça permet resserrer ensuite sur le problème et qu'est-ce qui est en problématique pour les bénéficiaires. Au-delà de ce que j'ai présenté avant, ce qui est ressorti et ce qui ressort pour l'instant aussi des tests, c'est un côté de difficulté même de se projeter vers un avenir désirable, notamment avec le contexte écologique et géopolitique actuel, où on se dit, bah, est-ce que vraiment c'est souhaitable, est-ce que c'est possible, etc. Et on se met des barrières mentales en fait à penser que c'est possible. Donc il y a peut-être autre chose à travailler sur cette question-là. Peut-être que derrière ça, je ferai des tests avec des ateliers, avec des formes plus graphiques de projection, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, j'en suis là à essayer de faire ces tests qui, pour moi, sont le moins coûteux possible, parce que l'idée, c'est pas non plus d'acheter 150 matériels ou de développer une solution hyper coûteuse qui me mettrait en danger, moi, comparé à l'efficacité du test. Donc pour l'instant, j'essaye de tester à moindre coût. C'est pour ça que bah, il y a une newsletter gratuite, des posts Mm. LinkedIn qui sont gratuits aussi. Pour moi, en tout cas, à part du temps de travail, ça me coûte rien. Et donc, j'essaye de tester un peu comme ça et de voir comment derrière je pourrais réorienter mon idée pour toujours me recentrer sur ma problématique. Mais parfois, effectivement, on peut s'emballer, quoi. On peut s'emballer sur, moi, je m'emballe sur ce que je peux écrire, sur la façon dont je veux conduire le test. J'ai envie de pousser la chose plus loin. Mais au bout de quelques jours, quelques semaines, ça va assez vite. Je me rends compte que bah, il n'y a pas forcément la traction de l'autre côté qui me dit les personnes redemandent de ça ou ont envie de payer pour ça. Donc je me dis, ah ok, peut-être que je pense à faire autre chose parce que sinon je vais pas gagner beaucoup d'argent avec ma solution, quoi. C'est essayer de trouver ce bon équilibre entre définir une bonne période de test et rester fidèle à son problème à la base qu'on souhaite résoudre, quoi. Super. Merci beaucoup Guillaume. Je vais vous poser une dernière question à tous les deux. Alors peut-être les personnes qui sont avec nous sur ce webinaire, vous pouvez commencer à réfléchir à des questions que vous voudrez poser après. On aura un petit temps de questions-réponses
avec donc Guillaume et Élise. J'ai une dernière question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée reçue selon laquelle, quand on a une idée, il ne faut surtout pas la partager au risque de se la faire voler? Est-ce que d'après vous, c'est vrai, il faut pas en parler, sinon on va nous voler l'idée? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas important justement d'en parler autour de nous, pour justement partager et voir les réactions, voir les retours? Est-ce que l'un d'entre vous, je sais pas, veut peut-être apporter quelques éléments d'information par rapport à ça? Ouais. C'est une peur complètement Ouais. humaine et qu'on a tous. Euh, Parce que, par exemple, on peut se dire, je suis la première à avoir cette idée-là. J'ai pas envie de me la faire piquer, etc., comme tu viens de le dire. En fait, moi, dans mon cas, si j'avais pas parlé de mon idée à des incubateurs, bah, j'aurais jamais rencontré mes associés, déjà. Si j'avais pas accepté de faire le call avec eux pour échanger sur notre idée qui, de base, était quand même systématiquement, foncièrement la même. Au début, on avait une mini appréhension, parce que ça, c'est normal aussi de se dire quel est le niveau d'information que je veux partager à des potentiels concurrents. Donc, je pense que ça, c'est humain, mais il faut savoir le dépasser parce que déjà, la rencontre va faire évoluer, les rencontres vont faire évoluer votre idée ou vont vous créer des opportunités d'association. De deux, en fait, deux personnes vont avoir la même idée au départ et vont partir. J'avais rencontré un entrepreneur qui m'avait parlé de ça, qui m'avait dit, bah, au début, moi, je parlais de mon idée à tout le monde parce que c'était la méthodologie qu'il avait vue dans le Galion, qui est un truc aussi qui est une structure qui aide à l'entrepreneuriat. Et il avait rencontré une fille qui avait exactement la même idée que lui. Et puis, au bout de 2-3 mois, ils se sont dit, on teste, on essaie de développer cette idée ensemble. Et au bout de 2-3 mois, en fait, ils se sont rendus compte que, un, ils n'avaient pas du tout les mêmes appétences, ils n'avaient pas du tout les mêmes ambitions. Et qu'en fait, elle voulait développer la filière B2B de cette idée. Et lui, rester dans son idée B2C, mais qui a également évolué. Et en fait, c'est hyper intéressant de se dire, OK, bah, en fait, si c'était pas dit, j'en parle à quelqu'un, il n'aurait pas rencontré quelqu'un qui avait la même idée que lui, ça lui aurait pas permis de faire évoluer son idée ou de renforcer son envie. Donc non, franchement, il faut en parler au maximum. Euh, et voilà, on peut trouver que des choses positives à échanger avec les gens sur notre idée, notamment quand on est tout seul. Parce que quand on est tout seul, on est là en train de se dire qu'on a l'idée du siècle, mais en fait, tout seul, on n'est rien. Et donc, bah voilà, moi, j'avais quand même cette conscience qu'il me fallait un associé tech, en tout cas, si je voulais réaliser cette idée et qu'elle allait rester la même. Et donc, ça a été bénéfique d'en parler. Super, merci. Guillaume, est-ce que Élise a tout dit ou est-ce que tu veux rajouter un mot? Ouais, bah, j'en profite, je vais partager une expérience perso où moi je me suis fait déjà voler une idée. Du coup, je vais raconter un peu ça, mais en gros, j'ai déjà fait une expérience entrepreneuriale durant mes études où j'avais créé un jeu de société pour sensibiliser au changement climatique. Donc là, j'étais parti vraiment sur l'idée projet coup de génie, j'en étais sûr. On avait avec un ami, dans le cadre d'un parcours scolaire, créé un produit, donc un jeu de société qu'on avait réinventé. On l'a lancé en fait en enlevant tous les codes du jeu de société qu'on avait réinventé, qui était en un Monopoly en fait. On avait réinventé un Monopoly, mais en version, il faut pas gagner des choses, mais il faut réduire son empreinte carbone, etc. On avait tout fait pour que ça ne ressemble plus à un Monopoly. Et on a sorti le jeu et créé une entreprise autour de ça. Donc après, c'était évidemment plus galère de trouver des clients quand tu as déjà un produit alors qu'ils n'ont pas forcément de problème. Je reviens pas sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais ce qui s'est passé et ce qui était assez marrant, donc on a fait cette expérience durant 2 ans et demi, c'est que à peu près sur la fin de notre expérience, quand le projet marchait bien, mais on n'avait pas le temps non plus de s'investir à 100% dans le truc, c'est que l'entreprise qui détient la marque Monopoly a créé un Monopoly environnement qui reprend la majorité de nos règles à nous. Vers la fin de notre aventure. Donc je sais pas si c'est à cause de nous ou c'est simplement les responsables RSE de la boîte qui se sont dit on va faire ça, c'est bien pour notre image. Mais en tout cas, on a eu l'impression d'avoir influencé une grosse structure à créer un jeu engagé. Et franchement, ça donne une belle réussite
aussi, et ça fait avancer la cause pour laquelle, le problème pour lequel on voulait se battre au départ. Parce que si, évidemment, il va être plus vendu, ce Monopoly environnement qui sensibilisera au changement climatique que le jeu que j'avais fait qui était indépendant. Donc, c'était aussi pour dire que parfois l'idée, elle peut être reprise plus tard. Et au final, si c'est pour mieux sensibiliser ou en tout cas avoir un meilleur impact, bah ça peut être utile aussi, quoi. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Et du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur quelque chose. Tout à l'heure, au tout début de ce webinaire, on vous a posé une question, on vous a fait un petit sondage, on vous a demandé qui, parmi les participants et participantes, avait une idée de projet. Vous étiez nombreuses et nombreux à l'avoir, vous étiez à 80-20 à peu près en matière de pourcentage. Alors, ce qu'on vous propose, c'est peut-être, hop, vous allez voir apparaître un tableau blanc normalement. Voilà, c'est mon tableau blanc. Vous me voyez ici avec mon petit stylo. Ce que je vous propose, c'est peut-être, alors soit d'aller chercher un post-it sur le menu déroulant sur la gauche, soit d'appuyer sur N comme note, et ça va faire apparaître un post-it. Et je vous propose, en quelques mots, d'écrire peut-être l'idée de projet que vous avez. C'est la première étape, c'est le premier step. Euh, pour commencer à en parler justement, mettez un peu les quelques mots qui résument le projet, l'idée que vous avez. Voilà, pour suivre un petit peu les conseils qu'on a pu vous donner au début. Et voilà, et passer le cap. Votre première peut-être step d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, ça peut être ce post-it. Voilà. Écrire des récits pour inspirer une société plus proche du vivant. Je pense que ça doit être toi, Guillaume. Je reconnais, je reconnais ce que tu nous as partagé tout à l'heure. C'est moi, je joue le jeu aussi. Tu joues le jeu, c'est parfait. Faciliter l'accès à l'information, ouais, c'est bien. Modifier la relation qu'ont les gens. On peut tenter de dessiner son projet aussi, a priori. Et votre projet aussi, d'ailleurs, c'est vrai. Vous avez la double option. Si vous voulez déjà prototyper, vous pouvez en décider. Ouais, c'est bien. Vous êtes nombreux et nombreux à jouer le jeu, c'est chouette. Aider des millions de consommateurs. On va voir. Trop bien, Si génial. tu es d'accord, Nicolas, on a déjà une question dans le chat. Bien Je vais sûr. tenter d'y répondre. Bah, complètement, tu peux y répondre pendant que autres personnes, vous pouvez continuer à mettre des petits post-it. Mais vas-y, Guillaume, je te laisse répondre. Peut-être faut lire Donc la la question, question et ouais. ouais, la question de Julie, elle dit qu'elle donc, voudrait travailler un projet en lien avec la santé mentale. Elle pense que la psychologie est une clé d'entrée à l'épanouissement de chacun, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, aller chez le psychologue, parce que ça coûte trop cher, il y a des peurs liées à la perte de temps, peur de trouver la bonne personne pour se faire accompagner, ou vu comme un élément de faiblesse. Comment feriez-vous pour vous confronter à ce problème et comprendre le mieux pour y répondre le mieux possible? Bah déjà, pour moi, le problème est clairement identifié. Je pense qu'on connaît tous des personnes autour de nous qui ont ces peurs-là ou développent des problèmes de santé mentale sans forcément aller chez la psychologue. Pour moi, la première étape, c'est donc d'aller toucher ces personnes-là, déjà dans son entourage, parce que c'est la porte d'entrée la plus facile, et après peut-être euh, se lier à des cabinets de psycho qui permettraient de discuter avec les patients qui seraient volontaires euh, puisque ça passerait au-delà du secret médical, mais en fait de trouver des personnes qui se sentent dans cette situation-là et de leur poser des questions assez ouvertes, comme l'a dit Élise tout à l'heure. Ça peut passer par un questionnaire aussi en ligne. Je pense que c'est des choses que si le questionnaire est anonyme, les gens seront tout à fait à même de répondre et d'essayer de comprendre. Là, il y a deux points. C'est est-ce que euh, c'est vraiment une peur qu'ils ont ou quel est leur problème avec le fait d'aller chez le psychologue? Si c'est ça le problème réel, que ce soit le prix ou les peurs, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de plus large au-delà avec la santé mentale où le psychologue n'est pas peut-être pas identifié comme la personne qui peut répondre à nos problèmes, ou alors que les personnes ne se sentent pas encore assez mal, entre guillemets, pour aller consulter quelqu'un. Donc je pense qu'il y a pas mal de questions à poser, mais la cible la plus facile à les poser, ce serait les personnes qui consultent déjà pour voir comment elles font, ensuite les personnes qui hésitent à consulter, et enfin les personnes peut-être qui se déclarent en plus ou moins mauvaise santé mentale et de voir pourquoi elles ne vont pas chez tel ou tel spécialiste. Tu dirais quoi, Elise?
Moi, j'ai déjà plein d'idées pour aller chercher des Ah, moi, j'adore réfléchir sur les business ou comment tu vas aller parler aux gens. Non, j'étais en train justement de chercher puisqu'on a participé à un concours. Et moi, si j'étais toi, j'irais voir les newsletters ou les influenceurs qui parlent de santé mentale et j'irais poker toutes les personnes qui likent leurs posts ou qui les commentent. Parce qu'en fait, potentiellement, c'est des gens qui sont dans ton persona, qui se renseignent sur la santé mentale, qui suivent des gens qui parlent justement de ce tabou-là. Et celui qui a gagné le prix lien social, inclusion et société de la fabrique Abeille Assurance cette année. J'ai un trou de mémoire, mais je peux te le retrouver. C'est un influenceur ou quelqu'un qui parle en tout cas de santé mentale, de problématiques de suicide chez les jeunes, etc., ou de toute autre problématique. Et du coup, je pense que si lui relaie ton questionnaire dans une story, par exemple, ou que tu t'adresses à son audience avec un petit message très neutre mais gentil en disant voilà, je vois que tu t'intéresses à ces sujets-là, je cherche à monter une solution pour résoudre ce problème, est-ce que tu acceptes de répondre au questionnaire? Et sinon, Guigui, comme tu le disais, Guillaume, pardon, je t'appelle Guigui, si tu... Oui, parce que quand j'ai fait Ticket for Change avec Guillaume, donc certaines proximités. Mais ouais, j'irais même carrément mettre un questionnaire sur ton Insta perso, le faire relayer par tes amis en anonyme, et ça marche assez bien en fait. et j'ajoute là-dessus, ce qui est hyper important, c'est de pas au départ se mettre dans la posture où on va vendre quelque chose, mais d'être dans la posture où on veut comprendre les personnes qui nous expliquent leur quotidien et dire qu'on essaye de monter un projet autour de ça, mais sans s'adresser à eux directement. Donc là, ça va leur donner envie de se confier et de suivre l'aventure. Et une fois que votre solution sera développée, ben, ils se diront, ah ben en fait, ta solution, c'est pour moi. En fait, il faut que ça vienne d'eux, ce besoin-là, et pas qu'ils se sentent forcés de passer par vous directement. Et en plus, ça peut les empêcher de répondre au questionnaire directement, quoi. Merci beaucoup à tous les deux pour cette réponse. Merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu aussi sur le tableau blanc là de écrire votre petit post-it avec votre idée de projet. Je vois qu'il y en a encore qui rajoutent des post-it. Je suis désolé, je pense que je vais fermer le tableau blanc, mais merci en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Là, il va nous rester un petit temps encore de questions-réponses du coup. Donc j'invite les personnes qui ont envie de poser une question soit à lever la main via les petites réactions emoji que vous avez en bas. Comme ça, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser votre question. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez aussi écrire une question dans le chat, comme ça a été fait précédemment. Et puis, Guillaume, moi, Elise, ça dépend, pardon, pourront y répondre. Donc voilà, vous pouvez prendre là les prochaines minutes pour éventuellement poser une question si vous en avez une. N'hésitez pas. Hop, et je ferme le tableau blanc, comme ceci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question? C'est le moment où il faut meubler, non? C'est le moment où il faut meubler. Ah, je vois, Sylvie, vous voulez poser une question? Oui, Allez-y, je vous en voilà, prie. super. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ces interventions qui étaient super intéressantes. Oui, j'ai une question à poser parce que pour le coup, moi, je suis très intéressée par le programme Entrepreneur et du coup, j'ai commencé à travailler sur les réponses aux questions pour le dossier. Et les questions qui aujourd'hui me déstabilisent un peu le plus, c'est celles où il faut se projeter Ouais. finalement. Il y en a quelques-unes, voilà, sur comment on imagine l'équipe, comment on s'imagine dans 3 ans. Et à un moment donné où on est parfois juste dans une idée, où on émet des hypothèses, mais on n'est pas vraiment sûr. Je voulais savoir, bah, justement par rapport à la candidature au programme, euh, s'il y a s'il y a une question de maturité, enfin, où on peut positionner le curseur sur la maturité du projet. Est-ce qu'il faut vraiment avoir une idée très claire et des discussions qu'on vient d'avoir? J'ai l'impression que bah non, ça sert à rien d'avoir quelque chose de complètement construit parce que justement le programme va amener à ce qu'on se pose des questions et à l'affiner. Donc voilà, c'était Ouais. cette question de la maturité par rapport à la candidature au programme.
C'est une très bonne question. J'ai 2 éléments de réponse à vous proposer. Le premier, c'est déjà, on a un webinaire ce vendredi autour du parcours entrepreneur pour en parler justement et peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail de certaines questions ou certaines zones grises que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire-là. Ça, c'est ma première partie de réponse. Et ma deuxième partie de réponse, c'est effectivement dans le formulaire, dans le dossier de candidature, il y a ces questions un peu plus tricky sur comment est-ce qu'on se projette, le modèle économique, ce genre de choses qui, effectivement, sont des questions difficiles quand on est encore seulement au stade de l'idée ou même seulement au stade de l'envie, j'ai envie de dire, l'envie d'entreprendre. On a identifié un problème, mais on n'a pas encore d'idée de solution. C'est normal. Ces questions-là, elles sont là juste pour voilà, vous gratter un petit peu pour voir jusqu'où vous avez poussé la réflexion, pour voir qu'est-ce que vous êtes déjà capable d'imaginer. On sait que c'est pas ce qui va se passer en réalité parce que vous allez être confronté à d'autres chemins, vous allez peut-être pivoter, vous allez peut-être entreprendre sur un autre sujet, etc. Mais c'est plus pour voir déjà comment est-ce que vous êtes amené à vous projeter, comment vous êtes amené à imaginer ce que vous aimeriez que soit votre projet dans quelques années. Mais j'ai envie de dire, hein, entre grosses guillemets, que ce qui nous intéresse surtout dans le dossier de candidature, c'est votre compréhension peut-être du problème. Il y a quelques questions autour du problème au début. Votre compréhension du problème, c'est quoi votre problème, comment vous le définissez, pourquoi est-ce qu'il existe, et aussi les questions sur vous. C'est important pour nous de mettre vraiment sur un pied d'égalité à la fois les questions autour de votre projet et à la fois les questions vous concernant vous, vos expériences, vos vécus, vos motivations, vos passions, vos luttes. Voilà, ça, c'est aussi des sujets qui sont très importants. Donc, ne soyez pas stressés, ne soyez pas inquiets par rapport aux autres questions un peu plus tricky, un peu plus techniques, un petit peu plus poussées. C'est juste pour voir ce que vous êtes capable d'imaginer à l'instant T. Mais effectivement, le programme, il s'adresse à cette phase à cette phase d'émergence, en fait. Vous avez une idée, une envie, et nous, on est là justement pour la rendre concrète, cette idée. Donc, voilà. Moi, si je peux ajouter Bien quelque sûr. chose, en fait, pour le coup, nous, avec notre idée, on avait quand même un peu une idée précise de business model ou d'équipe, entre guillemets, même si voilà. Mais pour l'avoir vécu dans le parcours, en fait, il y a beaucoup de projets qui avaient un business model B2C, qui ont complètement shifté sur du B2B parce qu'ils se sont vite rendus compte avec l'expérimentation, le prototypage, aller voir les premiers clients que en fait, ça allait pas le faire en termes de renta, en termes de business model. Et en fait, je veux juste souligner que ce que tu écris, c'est pas du tout gravé dans la roche, déjà. En fait, je pense que ce que Ticket essaie de voir, c'est plutôt à quel point tu connais ou tu te projettes et que tu arrives à articuler un argumentaire pour défendre ton projet. Je pense que c'est un peu ça qui teste principalement. Et jamais ils vont, à ce stade en tout cas, et c'est un des parcours les plus en amont du projet entrepreneurial, jamais on va te juger sur non, ce business model-là, il tient pas, donc ton projet, il part à la poubelle. En fait, je pense, c'est vraiment, et d'expérience entrepreneuriale aussi, il y a un peu un monde entre ce que toi, tu projettes dans l'intimité de ta tête pour l'instant et dans l'intimité de ton équipe ensuite, la réalité du produit et ce que tu projettes aussi de manière image institutionnelle et la défense de ton projet en externe. Et je pense que voilà, il y a juste cette appréhension-là à dépasser parce que, en tout cas, chez Ticket, moi, je m'étais mis une pression monstre justement sur cette partie business model lors des oraux. Et en fait, les gens sont plutôt bienveillants. On te challenge, tu te dis, ah, j'ai mal répondu, mon truc ne tient pas, je n'en sais rien, la moitié de ma réponse, je suis pas sûre de ce que je dis. En fait, c'est juste ta capacité à défendre ton projet et ton implication dedans qui est le plus testée. Exactement. Merci beaucoup pour ce complément de réponse, Élise. Est-ce que ça va? Ouais. Super. Allez, peut-être, il est bientôt 13h30. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient posé des questions dans le chat, que Guillaume t'avait commencé un peu à y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent une question plus large ou lever la main comme l'a fait Sylvie juste avant pour éventuellement une dernière question? Je laisse aller 10 secondes pour voir si jamais quelqu'un ou quelqu'une souhaite lever la main. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Il y aura d'autres opportunités. C'est mon récit actuel. Bon, je vous propose à ce moment-là, vous avez peut-être beaucoup de questions, mais il reste que malheureusement 4 minutes. Alors, je vais en profiter pour conclure. Je vais d'abord en profiter pour remercier Élise et Guillaume d'être venus sur ce webinaire, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir apporté votre
votre expertise, vos expériences pour nous aider, pour nous aiguiller, nous donner quelques conseils. C'était très précieux et merci infiniment pour votre temps. Vous êtes bien occupé et vous avez donné de ce temps-là, donc merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci aussi aux personnes, à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, qui sont inscrites et qui sont venues. C'était super chouette de vous rencontrer, de partager ça avec vous. J'espère que, je ne sais pas, ça vous aura intéressé, ça vous aura plu. Et j'espère aussi que ça vous aura donné envie peut-être de rejoindre le parcours entrepreneur. N'oubliez pas donc, c'est le petit QR code qu'on avait mis au début. Il y a jusqu'au 27 avril pour déposer un dossier de candidature. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous êtes curieux, allez au moins sur le site internet peut-être pour aller voir le programme, le contenu détaillé, le déroulé, pour peut-être avoir certains compléments d'information. Là, j'ai résumé très brièvement, donc c'est sûr que je n'ai pas pu tout dire, mais n'hésitez pas en tout cas à aller creuser un petit peu. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller déposer un dossier de candidature. Et dernière chose, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un webinaire à propos du programme qui aura lieu ce vendredi de midi et demi à 13h30 également. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et mercredi prochain, à la même heure, il y aura aussi un autre webinaire qui s'intitule quant à lui 3 tendances pour entreprendre. Et on va aborder notamment la santé mentale, la question de la biodiversité et la question de l'intelligence artificielle. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais vous donner la parole pour un dernier mot, peut-être. Élise, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être et aussi comment est-ce qu'on peut t'aider éventuellement si on veut te soutenir. Alors, je viens de mettre le site Parfait. sur le chat. Vous pouvez nous suivre sur Insta, TikTok. On essaie de développer TikTok, donc n'hésitez pas à le passer autour de vous. Et puis, vous pouvez me joindre sur LinkedIn. Il n'y a que moi qui s'appelle comme ça sur LinkedIn. C'est assez simple. Je remets mon nom au cas où. Et voilà, non, nous aider, c'est faire parler de nous. Allez sur le site et nous donner votre feedback dans le chat si vous n'avez pas actuellement besoin d'un téléphone mais que vous avez envie de participer. Voilà, diffuser. Merci beaucoup. Et toi, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut t'aider? J'ai également partagé mon idée dans le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les problématiques qui m'intéressent moi, à vous abonner à la newsletter que je suis en train de lancer, où il y a une nouvelle histoire donc tous les mardis qui sort. Et sinon, en avril, je me fais un petit défi de m'améliorer en écriture, en mettant en valeur un projet par jour sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas aussi à lire ça et à me faire du feedback parce que c'est ce qui est intéressant pour moi actuellement, de voir si les tests sont intéressants et si la méthode plaît.